Bonjour à tous, bienvenue sur DSI et des hommes, le podcast sur le numérique. Je suis Nicolas Barre et pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Cédric Watine. Cédric est un multi-entrepreneur et aussi a le podcast le plus écouté sur le management qui est Outils du manager. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en bio. Je vous invite à découvrir ce nouvel épisode où j'ai pu échanger avec Cédric sur l'impact du numérique sur le management. Voilà, on a pu évoquer différents sujets, un moment fort intéressant qui sera en deux parties parce que l'échange a été hyper intéressant, hyper inspirant. Donc voilà, je vous invite à écouter cet épisode et merci et à bientôt. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Merci de participer à cet épisode de DSI et des hommes. Je suis vraiment ravi de te rencontrer parce que je te suis depuis quelques temps. Et puis bon, les gens, tu nous parleras un peu de ton parcours et de ce que tu fais tout de suite après. Bien sûr. J'ai pour habitude de démarrer mon podcast par une petite question toute simple. En plus, tu n'as pas pu la préparer parce que je ne te l'ai pas envoyée. C'est Oula. quel est ton premier souvenir de numérique? Mon premier souvenir de numérique, qu'est-ce qui m'a percuté le plus? Alors je peux te dire mon souvenir mon impact Oui. le plus récent parce que, j'ai découvert, à la fois Notion et ChatGPT récemment, donc ça je m'en souviens Mmh. bien et puis c'est encore très, très présent dans mon esprit. Mais, Mmh. si vraiment le moment où je me suis dit: «Waouh, le numérique, c'est quand même incroyable et ça ouvre des Mmh. domaines absolument, formidables», même si on était déjà dans l'ère du numérique depuis un moment, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus obligé, tu sais, moi j'ai on en parlera peut-être, mais, j'ai eu j'ai eu un moment où en fait, finalement, j'intervenais dans les entreprises pour faire des formations management, puisque c'est de ça qu'on va Mmh. parler aujourd'hui. Mais le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus obligé d'aller dans les entreprises et qu'en fait, je pouvais, enregistrer, d'une autre manière, mais d'une manière numérique, Mmh. mes interventions et toucher un nombre de personnes, absolument phénoménal parce que le temps mon temps n'était plus une limite. Mmh. Je me suis vraiment rendu compte la première fois où vraiment je me suis rendu compte de la puissance du truc, je pense que c'est cette fois-là. Me dire, et depuis moi je suis toujours, absolument émerveillé du contenu qu'on peut trouver sur YouTube et cetera. Et alors moi je suis pas très réseaux sociaux et je me méfie beaucoup de Mmh. tout ça, on en parlera certainement, mais parce qu'il y a vraiment, des voilà, il faut avoir un mode d'emploi, Mmh. mais en tout cas l'outil, il est absolument incroyable, phénoménal, Mmh. pour moi c'est vraiment une révolution, de notre société. Enfin, c'est vraiment la révolution moderne. D'accord. J'espère que j'ai C'est marrant répondu à parce que ta question. non, tu as bien répondu à la question. Tu l'as vu sous un autre angle de ce que des fois je pouvais entendre dans les autres podcasts, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus tu as parlé de ChatGPT qui ouvre une nouvelle ère. Ouais. Ère de l'informatique. On a eu l'avant avant ChatGPT, on aura l'après ChatGPT. Alors on n'est pas là pour discuter de ce sujet-là, mais typiquement, quand le podcast apparaîtra, il y a un podcast qui sera paru juste avant sur l'impact de ChatGPT sur l'enseignement. Mmh. Que j'ai eu la chance de participer à une table ronde avec des écoles, avec le projet Voltaire, donc avec Whonos, et donc j'ai on a pu voir ce que c'était, mais ça n'a pas de l'impact sur l'enseignement, ça peut avoir de l'impact aussi sur le management, sur plein de choses, et ça, voilà, on pourra peut-être arriver à ce sujet-là. Mais c'est C'est marrant clair. d'avoir cet angle-là, et ça me plaît bien. Bon. Écoute, avant de rentrer dans cette partie management, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui te connaissent pas? Oui, d'abord, je voulais te dire que j'étais ravi de participer, c'est super sympa de Hmm. m'avoir invité et on se co enfin, tu me connais, mais moi je te connaissais pas, donc c'est l'occasion qu'on fasse connaissance et ça, c'est toujours sympa. Tout à fait. Alors pourquoi on se connaît? Ben, on peut commencer par là, c'est parce que, Oui. j'ai un podcast qui s'appelle Outils du manager et qui est le podcast sur le management en langue française qui est le plus écouté. Alors je veux pas j'ai pas un grand mérite en fait, pourquoi je suis le podcast, le plus écouté? Bah, c'est parce que j'ai démarré avant les autres,
Et c'est le privilège de l'âge. Hein. Donc, en fait, c'est un podcast qui existe depuis mars 2009. Donc, tu vois, je Ah oui, faisais d'accord. pas. Alors, on pourrait dire que c'est peut-être ça, en fait. Le premier impact du numérique, d'ailleurs, avant que ce soit mes formations, ça a été le podcast. Et en fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais chef d'entreprise. J'ai commencé à racheter des entreprises à 29 ans. D'ailleurs, j'en ai revendu quelques-unes, mais la plupart, je les ai toujours. Aujourd'hui, je suis à la tête de 6 entreprises, non 5 ou 6. Bref, c'est pas grave. Mais j'ai commencé par acheter des entreprises en dur, c'est-à-dire pas du tout dans le secteur du numérique, justement, même si le numérique impacte mes entreprises comme toutes les entreprises. Celles-là, elles sont vraiment traditionnelles. Et puis, voilà, moi voilà, je rachetais des entreprises, je venais plutôt de la finance, du contrôle de gestion, etc. Donc j'étais plutôt bon en stratégie. En tout cas, je me trouvais plutôt bon de ce côté-là. J'ai pas l'impression que j'avais trop de défauts de ce côté-là. Par contre, je me suis assez vite rendu compte que j'avais beau avoir la meilleure stratégie, j'avais beau expliquer à mes équipes toutes mes bonnes idées sur ce qu'il fallait faire, je me rendais assez vite compte qu'à la fin de l'année, finalement, ils n'étaient pas vraiment là où j'aurais voulu qu'on soit. Et je me disais, c'est bizarre, pourtant je leur ai expliqué, je pense que j'ai raison, ils avaient l'air d'accord, et finalement, à la fin, on n'est pas arrivé où on avait dit qu'on arriverait, etc. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quoi le problème? Apparemment, c'est pas qu'ils sont pas d'accord avec moi, c'est pas que je raconte des bêtises, c'est pas que je leur explique pas, c'est pas que j'ai tort. Et donc, en fait, le problème, évidemment, c'était le management. J'avais jamais vraiment appris à manager, même si j'avais appris à communiquer, etc., etc. J'avais vraiment jamais appris à manager. Et donc, j'ai commencé à me former, moi, au management en tant que chef d'entreprise, parce que c'était le maillon qui manquait à ma performance d'entreprise. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des outils de management, dont un qui est maintenant très répandu, mais qui à l'époque, tout le monde me disait, mais c'est quoi ce truc-là? C'était le 1-1, le one-to-one ou le one-on-one, Ouais. ça dépend des appellations. C'est un peu plus répandu, c'est plus connu maintenant. Et d'ailleurs, c'est toujours la base pour moi du management. C'est l'outil absolument indispensable pour tout manager. Pour moi, le manager qui ne fait pas ce rituel-là, malheureusement, il passe à côté du meilleur outil de management qui existe. C'est vraiment une conviction intime. Et ça fait 25 ans que je l'ai, cette conviction. Donc, voilà, j'ai commencé à mettre en place un premier outil, puis je me suis dit, waouh, super, ça marche. Puis après, j'ai mis un deuxième outil, etc. Et petit à petit, j'ai créé ce que j'appelle mon système de management. Et donc, je l'ai mis en place dans ma boîte, et puis je l'ai mis en place dans une autre boîte que j'ai rachetée, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ça me permettait de passer un temps relativement limité dans mes entreprises, tout en ayant à la fois des bonnes performances et un bon taux de rétention. C'est-à-dire que et des collaborateurs fiables, heureux, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est formidable et personne n'en parle. Et donc, j'ai démarré le podcast en fait pour ça. C'est-à-dire qu'avec mon directeur des opérations de l'époque, qui s'appelle Laurie Anne, on a commencé les premiers épisodes. Ils sont toujours en ligne d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on doit être à... alors on les a pas numérotés tout de suite, donc j'ai pas pris le temps de les compter, mais je pense qu'il y en a 500. Ou peut-être 450, quelque chose comme ça, puisqu'on en fait à peu près un par semaine. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis en 2018, c'est-à-dire que moi le podcast, ce que ça a eu comme effet, c'est que en fait, nous, on a démarré ça, si tu veux, pour se marrer, en fait. Hein, Oui, en voilà. se disant, on va faire ce truc-là. Puis, le fait de faire un podcast, ça t'oblige, je dirais, à être assez rigoureux dans ton approche. Tu peux pas raconter n'importe quoi. Et donc, le fait, entre guillemets, de l'enseigner à quelqu'un, ça te permet aussi, toi, d'essayer d'être irréprochable dans ta manière d'appliquer ce que tu fais. Donc, on avait Et vraiment... puis, excuse-moi, je te coupe, mais c'est Bien aussi sûr. d'être toujours en veille. D'être toujours en En veille. plus, Le podcast a l'avantage, quand tu l'animes, d'être toujours en veille. c'est ça. C'est sûr que je vais pas arriver vers un sujet vers toi et pas savoir ce que je veux dire, comment je veux le dire, etc. Exactement. Et aussi pouvoir avoir un échange, parce que c'est ce que je vois dans tes podcasts que tu fais sur l'outil du manager quand tu as des invités, c'est que tu as un échange avec eux. Tu as aussi ta vision. Oui, absolument. Voilà, eux, Et d'ailleurs,
j'ai pas forcément. On n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord. Après, moi, j'ai des principes et honnêtement, hein, vraiment, hein, faudrait que je les réécoute tous, mais parce que je sais qu'ils sont toujours en ligne et je les enlève pas parce que finalement, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant que finalement, voilà, donc 2009, on est en 2023, donc que les fondamentaux sont toujours les mêmes au bout de 14 ans. Je trouve ça assez remarquable finalement. Oui, c'est sûr. Et alors après, on a ajouté d'autres choses, mais je dirais le fondement reste le même. Le fondement de la méthode reste le même. Et puis, donc, en fait, on s'est rendu compte que ça cartonnait, donc forcément, on a continué. Et puis, on a commencé à être sollicité pour faire des conférences, pour intervenir dans des entreprises, etc. Et moi, j'ai été confronté à un problème que j'évoquais tout à l'heure quand tu me demandais l'impact du numérique, c'est que je dirigeais plusieurs entreprises. En plus, j'étais sollicité pour intervenir dans d'autres entreprises qui me plaisaient beaucoup. Mais voilà, il y a un moment, j'ai plus de temps disponible et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me convient très peu. Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps libre. Et donc, je me suis dit, en fait, il faudrait que j'essaye de diffuser mon message, pas forcément en allant dans les boîtes. J'avais déjà le podcast, mais je me disais, oui, mes conférences, etc., c'est aussi une manière de gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, comment je peux continuer à gagner de l'argent avec ça pour justifier que j'y passe du temps plutôt que dans mes boîtes, celles qui me nourrissent. Je suis quand même un chef d'entreprise, donc mon but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, j'ai commencé à faire des petits guides sur le management. Et ça n'a pas marché du tout en téléchargement. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis à faire des formations en ligne. D'ailleurs, la première que j'ai faite, ça s'appelle le Manager Essentiel, et c'est toujours, je pense, en chiffre d'affaires, mon best-seller. Et en fait, c'était une conférence filmée. Et après, j'ai rajouté tu sais, des trucs en one-to-one avec la personne, c'est-à-dire comme on est en train de faire, sauf que c'est En en accompagnement individuel. Ouais, mais en asynchrone. Et voilà, puis ça a évolué tout ça, et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un catalogue. On doit avoir 17 formations, quelque chose comme ça, une communauté de managers, une communauté de chefs d'entreprise, etc. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis toujours chef d'entreprise. Tu vois, là derrière moi, c'est un entrepôt, hein, donc je suis dans une de mes boîtes. On vient de racheter avec ma compagne un restaurant, c'est une autre de mes boîtes. J'ai racheté une boîte dans la chimie l'année dernière. Et puis, voilà, j'ai les 2 sociétés que j'ai depuis un moment. Et puis, j'ai la société Outils du Manager. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de ce que je connais. Je prétends pas que je connais. Voilà, il y a plein de choses dans le numérique que je connais pas. Par contre, le management, si tu veux, à force d'en faire, de conseiller dans tous les domaines et de le pratiquer moi-même, voilà, je pense que voilà, j'ai des petites choses à apporter. Et tant que j'ai des choses à apporter, je continue. Oui, non, mais c'est bien, je trouve. Enfin, moi, j'invite vraiment les gens à écouter ton podcast, surtout sur la partie manager, forcément. Ça apporte plein de choses. Il y a aussi les formations. Mais Ouais. voilà, on y reviendra après, puis on mettra de toute façon tout ce qu'il faut dans la bio de l'épisode pour aussi que les gens puissent connaître. Moi, j'ai participé à une des formations qui est SOR. Ouais, système d'organisation réaliste. Système d'organisation réaliste, et franchement, c'est hyper pragmatique. Alors, déjà, t'appelles pas ça formation, c'est des Ouais, formes actions, et ça c'est top. Ça c'est top, et ouais, enfin moi c'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a bien aidé. Pourtant, j'avais fait plein de choses avant. Enfin, comme tout le monde, hein, on lit, on regarde, on écoute et on essaie d'appliquer. Mais voilà, je trouve que c'est très pragmatique, et c'est plutôt bien. Tu vois, SOR, je te disais, mon best-seller, c'est le Manager Essentiel, parce que c'est sur le management, puis c'est une formation assez volumineuse. Par contre, SOR, c'est mon best-seller en nombre d'élèves. D'accord. Je sais plus à combien on est, mais c'est plusieurs milliers, je pense. Et c'est une formation très courte, finalement. Mais Oui, c'est une formation très courte, oui, c'est sûr. le seul but, C'est sûr, c'est sûr. c'est que tu gagnes du temps et que tu passes moins de temps. En gros, c'est de te faire gagner du temps, en fait. C'est juste ça.
Oui, Et et puis tu as ce côté aussi communautaire aussi derrière, oui. derrière autour du forum que tu as, Mmh. de forum que tu as quand tu fais les formations, et puis tu peux aussi partager avec les gens. Mmh. Et ça fait un peu le parallèle avec ce que je vis. Moi, je suis membre du CJD dans ma Mmh. section à Saint-Étienne, Mmh. et où en fait on a tous le même métier. Dans le CJD, on est dirigeant, on a Mmh. tous le même métier, on n'a pas la même expertise. Et dans le management, on a aussi pareil. Bah oui. La partie, voilà, on est tous managers, mais voilà, donc on a tous les mêmes problématiques. Et on nous a jamais Euh, expliqué comment il fallait manager. oui, oui, tout à fait. On se dit non, mais On te dit, c'est un truc inné. Enfin, c'est quelque ouais, chose. voilà, et j'allais le dire, c'est inné. On est manager ou on l'est pas. Voilà. Oui, bah ouais, oui et Ça, c'est non, je sais faux, pas. c'est Bon. archi faux, hein. Je voudrais quand même le dire. Si vous retenez un truc, parce que vous n'êtes pas obligé, enfin, si vous vous ennuyez un moment, il faut que vous repartiez juste avec cette idée. Vraiment une idée Mm, importante que je suis prêt vraiment à défendre, c'est vraiment être manager, c'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système de management. Vraiment, le mm, management, c'est un système humain, mais c'est un système. Et c'est mm, le système majeur de l'entreprise. Parce que si vous n'avez mm, pas un système pour gérer les personnes, alors vous n'aurez pas les bons systèmes par ailleurs, puisque ce sont les personnes qui créent les systèmes. Donc vraiment, mm. dire bah non, un manager c'est quelqu'un qui est doué avec les gens, donc c'est pas pour moi, ou bien j'ai pas besoin de système parce que je suis doué avec les gens, grave erreur. Non, Mm. la manière Ah, de gérer les personnes, c'est un système. ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je dirais plutôt que tu as envie d'être manager ou t'as pas envie. C'est juste Oui, ça. Si t'as pas envie, tu seras pas un bon manager, même si tu as un système. Voilà. c'est Et je clair. Ah pense oui, oui, que, c'est sûr. oui, je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même manager parce que bah ils ont ouvert la main, enfin ils ont levé la main à ce moment-là, et puis ils se sont dit ouais pourquoi pas, mais j'ai pas trop envie, voilà. Et c'est pas eux qui, voilà, de toute façon ils iront pas s'investir à mettre un management en place. Mais en même Mais temps, ouais. je suis d'accord avec toi, il faut avoir envie. Mais il y a plein de gens qui s'autorisent pas non plus à avoir cette envie parce qu'ils se disent ouais mais moi c'est pas mon truc. Et en fait, tu peux pas savoir si tu vas avoir envie ou pas tant que tu sais pas de quoi tu parles. Oui. Mm. Et effectivement, si ça te passionne pas, c'est parfois parce que tu t'es juste dit bah non c'est pas moi quoi. Puis parce que tu as une Mm. image de manager, leader, ou de gars au contraire absolument cynique ou etc. Et c'est pas ça un manager. En fait, un manager, je vais le redire encore, c'est quelqu'un qui a un bon système pour gérer de l'humain. Et ça veut pas Mm. dire un système, ça veut pas dire que c'est froid, ça veut pas dire qu'il y a pas d'émotion de ça. Ça veut juste dire qu'il y a des méthodes et il y a des outils à utiliser. Et finalement, quand on les connaît, c'est assez simple à mettre en place. Et une fois Mm. qu'on l'a mis en place, souvent, on se dit bah ouais, en fait, si moi je veux bien que ce soit mon truc parce que finalement, ça me prend pas tant de temps que ça. Et puis, ça me permet de faire plein de choses intéressantes. Et la passion, elle peut venir après, tu vois? Moi, j'ai Oui, souvent eu c'est vrai. ça. J'ai le mec qui me Mm. contacte, il dit: «J'en peux plus, on m'a mis dans ce poste-là parce que je suis le meilleur codeur, mais on m'a jamais appris à diriger des codeurs, donc en plus Mm. je deviens un petit peu le mec que je détestais avant, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique et voilà. Et puis après on met en place un système, puis ça commence à aller mieux et cetera et finalement le gars une fois que tu c'est un mode d'emploi en fait. C'est comme si Mm. on te donnait, un truc sans le mode d'emploi en fait. C'est malheureusement ça qu'on fait et là Oui. évidemment, c'est pas super intéressant, c'est pas passionnant. Non, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant parce que enfin, je t'écoutais là et tu parles, enfin, je peux faire beaucoup de rapprochements avec le numérique dans ta façon de parler du management. Tu parles de système, tu parles d'outils, tu parles de, voilà, donc c'est assez marrant cette façon de, enfin pas cette façon parce que c'est une manière de partager le management que je partage complètement. Mmh. Mais voilà, on voit arriver la partie ère numérique. On a vu aussi cet effet Covid qui a changé fondamentalement la manière de manager les équipes Clair. avec le travail à distance, comment on manage à distance, on manage derrière des visios. Bah ouais, mais moi je veux plus faire de one-on-one, de points individuels, parce que je préfère les faire en physique, je ressens pas la personne, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui ont fait évoluer. Aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont sur le marché, qui permettent ou non de simplifier la manière de manager. Mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie de manager à l'ère du numérique? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué? Parce que comme tu l'as dit, le podcast est arrivé en 2009. Enfin voilà, moi
j'ai attaqué moi de travailler à partir des années 2000, début des années 2000, et ça a fondamentalement changé. Voilà, j'étais manager assez rapidement, parce que je crois qu'en 2007-2008 j'étais manager. J'étais manager, et entre manager maintenant et manager en 2023, c'est quand même complètement différent. En fait, c'est pas mal que tu aies parlé du Covid, parce que pour moi, le Covid, ça a été un peu un crash test sur ma méthode de management. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui avaient un système de management, pour eux, en dehors de la conjoncture, etc., mais au niveau du management, le Covid n'a pas été vraiment un problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi je prône un système de management, donc un système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des rituels qui sont en place, il y a des choses qui sont, je dirais, en place de manière fréquente, le 1 à 1, le feedback, enfin, je vais pas rentrer dans le détail des outils. Mais si tu as une structure de management qui est présente, ça veut dire que même s'il y a une crise, même si tout d'un coup, tu as une partie du personnel qui se retrouve sur place, une autre qui est confinée, ou tout le monde se retrouve confiné, etc., ce qui va tenir la baraque, ce qui va faire que finalement, les gens vont pas se perdre dans la nature, tout d'un coup se dire, bah non, moi maintenant, je vais profiter de la vie, et puis je comprends plus trop ce que je fais dans une entreprise, etc. En fait, bah justement, ce sont ces rituels en fait qui vont garder la cohésion entre les équipes. Et donc, moi, à l'époque du Covid, j'ai dit aux managers, on va être confinés, vous allez voir, etc. C'est le moment, c'est le prétexte pour mettre en place votre système de management. Parce que c'est vrai qu'un manager dans une situation normale qui dit tout d'un coup, bah tiens, maintenant on va faire des 1 à 1, bah tiens, c'est-à-dire qu'on va se voir une demi-heure par semaine chacun, c'est bizarre. Les gens se disent, bah, pourquoi il fait ça, on est très bien actuellement, etc. Là, le Covid, c'était une opportunité justement de mettre en place un vrai système de management. Donc, premier constat, avant Covid, après Covid, les boîtes qui s'en sont le mieux sorties, ce sont celles qui ont des systèmes de management avec des rituels, parce que celles-là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, effectivement, elles avaient pris l'habitude de faire des one-on-one, etc. C'était pas du management à la papa, où en fait le manager est dans le même bureau que les autres, puis il surveille ce qu'ils font, et puis s'il est pas là, les souris dansent, et puis il contrôle tout, etc. Les gens qui avaient déjà un système de management avec des rituels, etc., la différence entre avant et après, c'est juste que les 1 à 1, au lieu de se faire physiquement l'un en face de l'autre, ils se faisaient en visio. Et en fait, bah, ça marche quasiment aussi bien en visio, moi je dirais aussi bien en visio qu'en face-to-face. Puisqu'on a une fréquence, puisqu'on se voit, puisqu'on s'entend, puisque la qualité maintenant est vraiment élevée, on est quasiment comme si on était dans la même pièce, honnêtement. Et d'ailleurs, pendant le Covid, je trouvais même que c'était plus simple en visio, parce que quand on se voyait pas en visio, on avait des masques, donc on voyait même pas la tête que la personne faisait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc finalement, à ce niveau-là, est-ce que réellement il y a une révolution au niveau du management? Moi, je dirais que les fondamentaux, c'est les mêmes, et ils sont pas prêts de changer. C'est quoi les fondamentaux du management? C'est on gère des humains, et ça va pas changer. Non. Et on les influence pour obtenir quoi? Les 2 R du management, des résultats et de la rétention. R, résultat, c'est la performance de l'entreprise, quel que soit quelque chose de concret. Et la rétention, c'est quoi? Bah, on veut pas obtenir des résultats en cramant nos équipes, en les perdant en route, en ayant des départs, etc. Donc la rétention, c'est quoi? C'est garder son équipe. Et donc, pour réussir ça, les piliers, c'est toujours les mêmes. Le premier, c'est la confiance. Sans confiance, ça ne marche pas. Et on va voir qu'il y a un risque avec l'ère du numérique, c'est que désormais, on peut tout fliquer. Le problème, c'est que... J'allais en venir un peu après, là. J'avais plein de questions qui arrivaient. Je vais te donner les piliers, mais puis après, on va voir qu'en fait, il y en a qui peuvent être attaqués par le numérique, au contraire. Donc, c'est clair. On a besoin de confiance. Nos sociétés, elles sont fondées sur la confiance. On a beau être dans l'ère du numérique, on sort quand même notre carte bleue pour payer sur des sites qu'on connaît pas, et quelque part, si on n'avait pas ce niveau de confiance minimal, il y aurait aucune vente en ligne qui se ferait, parce que on peut pas être 100% sûr que ça marche. Donc, il y a vraiment une composante importante chez l'humain, c'est la confiance, et c'est ce
sur quoi le management doit se fonder. Parce que si le management est fondé sur le contrôle, on va voir que ça marche pas. Bref, confiance. Ensuite, quand on fait du management, il faut qu'on donne du feedback à nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur dise, là c'est bien, là c'est pas bien. Je te fais le truc basique, hein. Mais un manager qui fait pas ça, c'est pas un manager. Donc confiance. Une fois que la confiance est instaurée, on peut commencer à dire, tu vois, ça je pense que tu pourrais l'améliorer. Tu vois, ça c'est super, il faut que tu continues. C'est le début du management, ça. Et c'est pas possible tant qu'on n'a pas mis la confiance en place. Ensuite, ce qui va se passer, une fois qu'on a mis ces deux éléments en place, c'est qu'on va pouvoir donner de l'autonomie et surtout, on va pouvoir déléguer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir confier des responsabilités à nos collaborateurs. Pourquoi on a besoin de confier des responsabilités à nos collaborateurs? Parce que c'est la seule manière de dupliquer notre temps. C'est le fondement d'une entreprise, hein, la délégation. Si personne délègue, on n'est pas une entreprise, on est juste des gens qui ont des heures. Donc, troisième pilier, c'est l'autonomie, la délégation. Et puis, le dernier pilier, mais celui qu'on atteint une fois qu'on a mis les strates confiance, feedback, autonomie, délégation, c'est le coaching. C'est-à-dire, c'est de dire à nos collaborateurs, dans cette boîte, en fait, finalement, tu vas y trouver ton compte parce que on va t'aider à devenir meilleur. Et ça, c'est un gros moteur au niveau de l'individu. Et donc, ils vont plutôt rester dans des boîtes où on leur permet de progresser et plutôt fuir les boîtes où finalement on leur demande toujours la même chose. Et donc, la révolution du numérique, elle a amené des outils ultra puissants, mais un outil ultra puissant, ça peut faire des choses formidables ou ça peut être catastrophique. Et donc, moi, je dirais le premier truc où il faut faire gaffe, c'est que tu as beau avoir des outils numériques, tu as beau avoir des capacités de communication extrêmement performantes, en face, tu as des humains. Et si tu oublies ça, ça va pas marcher. Si tu te dis c'est juste une ressource distante, puis quelque part ça m'arrange, comme ça j'ai pas à gérer ces problèmes, etc., tu vas te planter parce que finalement, tu n'auras pas la confiance, tu pourras pas faire les feedbacks, en fait ça fonctionnera pas. Après, maintenant la révolution du numérique, elle existe. Les nouveaux outils sont vraiment ultra intéressants pour démultiplier les performances et les possibilités, c'est-à-dire le télétravail. Clairement, c'est un énorme progrès qu'on puisse télétravailler, ou plutôt travailler à distance dans de bonnes conditions, parce qu'avant, on a toujours pu travailler à distance. Genre, tu avais un commercial qui gérait la région sud, etc. Mais pour que ce gars-là, il reste dans la culture d'entreprise sans aller à l'entreprise et sans que l'entreprise... C'est le mec qui passe plus de temps chez le client qu'avec toi, vite tu te paumes, quoi, hein. Donc, oui, le télétravail et la gestion à distance, ça peut être énormément amélioré grâce au numérique. Mais après, ça donne des possibilités de flicage accrues. Et moi, quand on me dit la confiance n'exclut pas le contrôle, quand j'entends ça, moi j'ai une lumière rouge qui s'allume. Parce que ces gens-là, quand ils disent ça, c'est non, c'est un mec qui fait du contrôle, c'est pas un mec qui fait de la confiance qui me dit ça. Parce que moi je dis le contrôle tue la confiance. Si j'ai confiance, pourquoi je te contrôle, tu vois? Et là, on sait qu'avec le numérique, tu peux aller très très loin dans le contrôle. Ouais, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est clair par rapport à tout ce que tu dis. Ça va presque donner la suite du podcast, hein, on va dire, de l'épisode. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, la confiance n'exclus pas le contrôle. Non, si t'as confiance, tu contrôles pas. J'ai eu la chance d'avoir une conférence de Julia de Funès à ce sujet-là. Elle est complètement d'accord avec nous et même elle va même très loin là-dedans et sur le concept de bienveillance. Voilà. Et sur la confiance, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que les outils, suivant comme ils sont amenés, peut être vu comme un manque de confiance. Je prends l'exemple de mon métier, on va dire, de mon métier de consultant avec des équipes de consulting derrière, où on vend du temps. On vend de la prestation intellectuelle. Oui, moi j'ai besoin un peu de savoir les temps des gens, mais pas pour les fliquer. Pour savoir où on pêche en termes de prestations, pourquoi là on a explosé nos temps et d'autres on a plus gagné d'autant, parce que ça peut être un problème
vis-à-vis de la personne parce que il a des difficultés sur un sujet, Mmh, il a des difficultés avec un client, il a besoin de formation, ou mmh. ça peut être aussi parce qu'on a mal estimé et qu'on n'est pas bon sur l'estimation à la base de ce qu'on avait estimé. Et par contre, bah, quand tu parles avec les équipes, il y en a qui ont beaucoup de mal à s'y mettre des fois, ou quand tu parles avec d'autres, bah, parce que ils voient ça comme du flicage. Donc Mmh. après, il y a aussi une manière d'accompagner la mise en place d'un outil. Bah, en fait, tu sais, c'est l'histoire des systèmes d'information, de toute façon. Mm, Moi, avant d'être chef d'entreprise, j'ai fait quelques boîtes. Et en fait, tu as des boîtes où le système d'information est mis à la disposition du flicage. Puis tu as d'autres boîtes où le système d'information, il est mis à la disposition de l'information mm, du collaborateur. C'est-à-dire que tu peux pas être autonome, tu peux pas être créatif, tu peux pas prendre des décisions sur toi-même si tu es pas bien informé. Et donc, quand on parle par exemple du contrôle des temps de travail, ça peut être un outil. Moi, tu vois, je suis chef d'entreprise, donc clairement, il y a personne qui contrôle mes temps de travail. Et pourtant, je connais mes temps de mm, travail. C'est-à-dire que moi, pour être plus performant, je regarde combien de temps je passe sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc, mm. parce que c'est pour m'améliorer. Et puis, je me connais mieux, je sais que j'ai besoin de temps planifié et de temps pas planifié, et donc ça va m'aider à être meilleur. Si le système d'information, il est construit de cette manière-là, Mm. eh ben, c'est pas un système de flicage finalement. Oui, et puis je te rejoins complètement là-dedans. C'est que moi aussi, enfin, je regarde mes temps, je regarde ce que je fais. Ça te permet aussi d'ajuster pour dire, Ouais, oula, je passe pas assez de temps sur la stratégie de l'entreprise en tant que dirigeant, ou pas assez de temps sur la partie management. Ça te permet aussi de rectifier, et d'être proactif, et de pas d'être réactif, parce que si tu passes pas assez de temps sur la partie management et sur tout ce que tu dis sur la partie feedback, one-one, etc., routine, mise en place de routine, eh ben tu le payes au bout d'un moment. Et là, c'est trop c'est tard, clair. souvent. Mmh, Voilà. Voilà, c'est sûr. donc, donc moi c'est un sujet où que j'essaye d'y faire le plus attention possible en tant que moi manager et en tant qu'aussi dirigeant. Mais voilà, la confiance pour moi est primordiale aussi pour que ça fonctionne bien et que l'outil peut euh, peut créer des problématiques de manque de confiance, voilà, Ouais. de sentiment de manque de confiance. Et j'y fais hyper attention dans les boîtes où j'interviens, où ils veulent mettre un ERP, parce que si l'angle c'est oui, je veux voir la rentabilité et je veux savoir les heures que font mes salariés et je veux être sûr qu'ils fassent bien leurs heures et qui voilà, je sais qu'en termes d'accompagnement au changement, ça va être compliqué de faire Ouais, adhérer à l'outil. Voilà. c'est clair. Donc, Et puis, c'est une vision un peu, je veux qu'ils fassent leurs heures. Honnêtement, on s'en fout qu'ils fassent leurs heures. Ce qu'on veut, c'est les 2 R du management, hein, il y a pas heure dans ce que j'ai dit, il y a résultat, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, OK, que le mec passe, alors après il y a des limites, justement mm, pour pas qu'il se crame, mais je veux dire, le but, c'est qu'il obtienne un résultat. Est-ce qu'on a défini le résultat qu'on veut qu'il obtienne? Est-ce qu'on en a discuté avec lui? Est-ce que voilà, c'est des ouais, discussions ouais. plus intelligentes de Mm. dire: «Ah ouais, mais là, tu as passé 8h30 et la veille, oui, mais j'avais passé, 9h30». Enfin, c'est nul ça comme discussion. Enfin, je veux dire, si tu veux détruire la confiance, tu parles de ça Ah bah et c'est non, donc non mais c'est voilà, c'est comme tout mm, outil, c'est super puissant. Tu peux, l'utiliser pour, être très destructeur ou tu peux l'utiliser pour construire. Puis après, il y a 2 mythes, on détaillera peut-être après, mais il y a 2 mythes avec la révolution numérique. Il y a le mythe de l'instantanéité oui. et le mythe de la toute-puissance. Alors, le mythe de l'instantanéité, c'est de dire: «Tout est disponible tout le temps, en permanence». Mm. C'est-à-dire, je dois pouvoir joindre les gens n'importe comment et ils vont me répondre tout de suite. Ça, c'est Mm. catastrophique à tous les niveaux, au niveau confiance, au niveau organisation personnelle, au niveau autonomie, etc., etc. Et puis le mythe de toute puissance, c'est on peut tout faire. C'est-à-dire, je peux m'affranchir des contraintes physiques puisque je suis dans le numérique. Ben non, tu es toujours fatigué quand tu es fatigué. Tu as toujours une vie de famille et donc il y a des moments tu es on, mais il y a des moments tu es off, etc. Et puis l'autre mythe de la toute-puissance, évidemment, c'est le multitasking, parce que tu as 4 écrans, ça veut dire que tu peux faire 4 trucs en même temps. En fait, ça fait longtemps qu'on sait que le cerveau ne marche pas comme ça, qu'en fait, quand tu fais ça, juste, il marche 4 fois moins bien pour chacune des choses que tu fais, et donc il vaut mieux être focus sur une chose, concentré à la faire, puis passer à la suivante, etc. Donc en fait, tu vois, il y a plein de possibles qui se sont ouverts,
le flicage, l'instantanéité et la toute-puissance, qui en réalité sont des mythes. Par contre, il y a, et donc pour moi, quand tu me dis: «Mais c'est quoi c'est quoi qui est important avec le numérique?» Bah, justement, c'est ça. C'est les défis du manager, c'est qui est dans le numérique, c'est de pas perdre de vue ce que c'est un bon management. C'est vraiment ça pour Ouais, je moi suis. le défi. Et si tu es bien structuré, que tu as les bons principes, alors tu utilises les outils numériques pour faciliter je dirais ton framework, pour faciliter ton modèle mental qui est bien présent, qui est bien construit. Et là, tu vas être plus performant que si tu avais pas les outils numériques. Ce que je veux dire, en gros, hein, je vais le dire, un outil numérique, ça ne se substitue pas au management. Et moi, il y a un Oui. truc que j'ai toujours entendu, d'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle chef de projet relationnel. Tu prends un outil, le meilleur outil de suivi de projet du monde, et tu suis une équipe où les gens s'entendent pas. Et à côté, tu as une super équipe. Les mecs s'entendent, ils sont solidaires, ils se font confiance, etc. Et tu leur mets juste un fichier Excel ou des bouts de papier pour suivre le projet. C'est toujours l'équipe qui s'entend, qui se connaît bien, qui collabore bien, qui va battre l'équipe qui est la mieux équipée en termes de suivi de projet. Toujours. C'est-à-dire qu'une bonne équipe, c'est capable de résoudre n'importe quoi, même un logiciel de suivi de projet pourri, etc. Oui, non, mais Alors, si elle a je te les deux, c'est rejoins. encore mieux. Mais je veux dire, c'est dans cet Ouais. ordre que ça se situe. Mm. Tu vois, moi, un Oui, non. conseil que je donnerais à un chef de projet, c'est de connaître le profil disque de ses collaborateurs. De savoir que dans Oui, ses non, mais collaborateurs, il a des dominants, des influents, des stables, des consciencieux, et que tu peux pas demander les choses de la même manière à chacun, et tu peux pas faire les choses, et tu peux pas demander des collaborations entre l'un et l'autre. Et de temps en temps, tu vas donner du pouvoir au plus dominant, parce que de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est que le projet avance, et les détails, on s'en fout, etc. Et que par contre, quand il faut être prudent et qu'il faut border, etc., tu vas surtout pas mettre un dominant en chef de projet, tu vas mettre un consciencieux, parce que lui, il va rationaliser. Et dans la vie d'un projet, bah, ça va évoluer, ça va changer. Or, à ma connaissance, il n'y a c'est. pas de logiciel de suivi de projet qui prenne en compte les profils des gens. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que nous on l'a fait le disque dans l'équipe, donc ce qui permet aussi de se connaître un peu mieux. Ouais. Parce que bah, c'est bien de faire son disque chacun de son côté, mais c'est bien aussi de le regrouper dans l'équipe et de le partager. Et voilà, on a été plutôt assez bien accompagnés là-dessus. Et puis aussi, ça nous permet après de déceler chez nos clients prospects un peu le profil, sentir un peu le profil disque de la personne et de pouvoir mettre en face le bon profil. C'est Voilà. clair. Donc voilà, et Oui, je trouve que en commercial, c'est extrêmement utile aussi, hein. Ouais. oui, donc bah ça, oui, ça je me doute parce que c'est sûr que, enfin, tu mets deux rouges très puissants, enfin voilà, bah c'est ouais, c'est plus compliqué, enfin c'est plus compliqué dans la relation. Ouais. Mais voilà, c'est un vrai outil de management pour moi et plus même et plus. Mais déjà pour bien connaître son équipe, c'est top et de savoir aussi comment communiquer avec eux parce que c'est bien beau, voilà, d'avoir les mêmes profils dans l'équipe, mais des fois il faut avoir des profils un peu différents Ah pour bah ouais. pouvoir aussi voilà, et c'est là où on construit l'équipe et c'est plutôt un outil très puissant. La Moi meilleure je voulais équipe, juste en fait, c'est l'équipe avec ouais. des profils diversifiés, mais qui Mmh. s'entendent bien. C'est ça le Oui, truc. c'est ça. Donc, c'est pas toujours C'est ça. évident. Et C'est déjà, pas leur toujours faire évident. faire à chacun leur profil et qu'ils puissent en discuter et même en Mmh. plaisanter en disant: «Non mais arrête de faire ton S là, c'est bon», et cetera. Là, tu as gagné. Quand ils commencent à faire de l'humour sur leur Ouais. profil, l'équipe, elle va marcher, hein. Ah mais Une bonne équipe, c'est ouais. pas une équipe où on s'engueule jamais, où on se dit pas les vérités. Au contraire, Mmh. une bonne équipe, c'est l'équipe, on a tellement confiance qu'on peut se dire Ouais. des choses désagréables en rigolant. Mmh. Et Ouais, c'est voilà, sûr. c'est ça la clé, hein. Mmh. Non, non, mais enfin, je te rejoins complètement là-dessus. Et je voulais revenir un petit peu sur, enfin, sur le R de résultat. Et Ouais. après, on reparlera de la partie aussi rétention. Moi, la partie R du résultat, c'est ce que je disais, c'est qu'on va mettre en place des outils, on va mettre en place des ERP qui amènent des chiffres souvent comme tu le dis, dans l'instantanéité, à mettre un peu, enfin, à mettre souvent de la pression aux gens, parce que Mmh. tu vois, il y a le chiffre, on voit dans des tableaux,
qui se mettent en temps réel sur le chiffre d'affaires de la journée, etc., etc. Et est-ce que c'est compatible avec le management, ces choses-là, pour toi? Ouais, carrément. Hmm. En fait, moi, mon approche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le système d'information, il doit être au service du management. C'est-à-dire que un manager, c'est important qu'il comprenne que les chiffres, c'est pas fait pour mettre la pression. D'ailleurs, on pourra parler de la pression plus tard si on parle d'antifragilité, mais pour l'instant, restons sur le sujet. Moi, j'ai fait pas mal d'expériences. Je sais pas si tu connais le concept de nudge, un petit peu. Ça me dit rien comme ça. Alors, il y a un bouquin qui est intéressant qui s'appelle Nudge, je crois, qui a été écrit par qui a eu par un mec qui a eu un prix Nobel. En fait, c'est quand tu travailles l'environnement de la personne pour obtenir des résultats. Le cas typique, c'est, tu sais, dans les pissotières, ils étaient embêtés parce que les gens visaient pas au bon endroit, voilà, donc c'était tout le temps sale. Et donc, plutôt que de nettoyer, ils ont fait un truc simple, ils ont mis une espèce de petite mouche à cet endroit-là, et du coup, les messieurs, ils visent la mouche, et du coup, on n'a pas besoin de leur dire de faire pipi au bon endroit, ils le font automatiquement. Ça, c'est du nudge. Donc ça, c'est l'histoire qu'on raconte pour bien faire comprendre le truc, c'est que, en fait, plutôt que dire aux gens, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, on trouve des astuces pour que finalement ils le fassent, que ce soit d'une manière ludique ou simplement en leur donnant l'information. Alors maintenant, je vais te donner un exemple que moi, j'ai vécu dans une de mes entreprises pour t'expliquer un petit peu ce que c'est que le concept. On avait... donc moi, j'ai une de mes boîtes, il y a une grosse partie logistique. Et quand je discutais avec les magasiniers et que j'ai sondé, je dis « Ouais, les gars, c'est bien, vous avez vu le chiffre d'affaires, c'est super. » Eux, ils me disaient « Ouais, mais bon, j'ai mal au dos, c'est difficile, il y a beaucoup de boulot, etc. » Et puis quand ils étaient heureux, quand moi je disais ah là là, difficile, en ce moment on n'a pas de commande, etc. Eux ils étaient plutôt heureux parce qu'ils avaient moins de boulot et que c'était plus simple, ils avaient plus le temps pour faire les choses. Et ça me gênait. Je me disais c'est quand même embêtant que on tire pas tous dans le même sens, quoi, que le chiffre d'affaires soit pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc on a fait un truc tout con, c'est qu'on a converti le chiffre d'affaires journalier en points, avec une barre en disant à 100 points on est bon, au-dessus de 100 on est super content, et en dessous non, on n'est pas dans l'objectif, tu vois. Et le seul truc qu'on leur a demandé de faire, c'est à la fin de la journée de juste reporter le nombre de points dans un graphique. Donc tu vois, c'était pas électronique, hein, c'est pas numérique du tout. Je l'ai encore dans l'atelier derrière. Et quand ils étaient au-dessus, c'était une barre verte, et quand ils étaient en dessous, c'est une barre rouge. Et ce qui est important, c'est que c'était eux qui le disaient. Et ça a complètement changé leur manière de voir leur journée, en se disant ouais les gars, on a fait une bonne journée, regardez, on est à 150 points, etc., etc. Ça paraît débile, ça paraît enfantin, mais l'idée c'est de te dire, cet indicateur que je mets dans le RP, est-ce que c'est un truc qui va mettre la pression du mec d'une manière négative, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être incitatif à atteindre le résultat? Un autre exemple, c'est, tu sais, dans un centre d'appel, tu mets le nombre d'objectifs, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on réussit à avoir l'objectif, ça fait, naturellement, sans que tu aies besoin de leur dire, les gens vont être focalisés là-dessus. La dernière chose qui se passe quand tu mets un système d'information, un ERP, un CRM, etc., intelligent, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait peu d'infos, parce que tu vas les focaliser sur cette chose-là. Rien que le fait d'afficher un indicateur, ça veut dire, tiens, ça c'est important pour lui. Donc ça doit être important pour moi. Tu vois? Donc c'est pas un moyen de mettre la pression, c'est un moyen doux d'inciter les personnes à atteindre un résultat. Et pour moi, ça fait partie du management, encore une fois. C'est-à-dire que la formation que j'ai faite sur les tableaux de bord et les indicateurs, je l'ai pas faite sur l'angle comment obtenir les chiffres, le machin. Non, j'ai dit dans telle situation, de quel indicateur tu vas mettre à ton collaborateur, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup pour que ce soit incitatif. Tu vois, je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire, c'est que, au contraire, le numérique, c'est super intéressant parce que ça permet d'obtenir des informations que sinon, le contributeur n'aurait pas eu. Il n'y avait pas accès avant.
Et du Oui, coup, et l'autre truc qui est formidable avec le numérique, là, pour le coup, c'est qu'on peut les avoir en instantané et on peut les avoir avec une fréquence élevée, ce qui permet à la personne de se réajuster en temps réel. Et tout aujourd'hui, il y à a fait. plein d'outils où tu peux mettre ça sur des télés, tu peux mettre ça sur l'ordinateur, etc., etc. Mais enfin après ça rejoint aussi alors une discussion qu'on a eue sûrement peut-être avant de prendre de l'enregistrement, c'était aussi ce côté de nombreuses infos qui arrivent Ouais, et c'est vrai que la personne est déjà noyée oui, d'infos. Si en plus tu lui dis mets des chiffres où il y en a une quinzaine et qu'il voit pas, ça va pas l'intéresser. Et ouais. pour moi, je pars aussi du principe sur le dirigeant d'entreprise et ça va après sur ce côté manager enfin management aussi, c'est il faut que vous ayez euh, comment dire peu d'indicateurs Mmh, au début. Après on voit, on ajuste, mais à quoi vont vous servir les indicateurs? mmh, Parce que si on revient au début, pour avoir des indicateurs, il faut avoir la donnée. mmh, Pour avoir la donnée, il faut que ça soit saisi mmh, par des humains. mmh, Parce que beaucoup d'infos sont saisies par les humains. mmh, Même si après, tu arrives à des phases d'automatisation pour éviter de double saisie, donc des erreurs, etc. Mais l'objectif, c'est d'avoir une donnée au début et après, elle va vivre le long pour arriver à terme mmh, à donner un chiffre. Et mmh. donc, il y a beaucoup de choses. Plus vous mettez d'indicateurs, plus vous avez besoin de données à saisir et plus les gens vont perdre du temps à saisir les données. Ouais. Voilà. Et ça, C'est c'est mon avis. Et en termes de management, hyper, tu perds les hyper, gens. Et ouais. hyper intéressant à plein de niveaux. Ce que tu viens de dire, il y a plein de pépites là. La Mm, première, c'est comment tu fais pour que la personne soit intéressée à saisir des données. Si mm. c'est un truc qu'elle bâcle, etc., elle va te faire rentrer de la saleté dans le système, on va le dire comme ça, et donc tu auras de la saleté en sortie du système. Donc, Ouais. première question, c'est est-ce qu'elle sait pourquoi elle fait ça? Parce Ouais. que Et si... ça, je vais te répondre à la question avant que tu passes au deuxième. C'est que moi, quand je travaille sur ces sujets-là avec mes clients, sur des outils de process, même si derrière, parce qu'on travaille sur les process, eh ben, on montre aux gens l'impact que ça va avoir s'ils saisissent pas la donnée. Parce Hyper que toi, important. tu le fais pas, et derrière, après, bah, ça va avoir l'impact sur son travail à lui. Donc, en fait, on confronte les gens au lieu d'être en silo dans les métiers, Mmh, parce que tu parles d'un process assez simple, commercial, après commande, appro, donc achat, livraison, etc. Et s'il y a une donnée qui est saisie, mal saisie ou pas saisie dès le début, bah, ça peut avoir un impact sur toute la chaîne. et ça Voilà. va te Et moi, les retomber gens, dessus parce que le client va t'appeler en râlant. Donc, en fait, même oui, toi, tu vas être impacté au final, quoi. voilà, tout à fait. Donc Donc voilà, ça donc ça ça c'est super important et c'est vrai que c'est le truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est il faut que la personne soit concernée et si possible qu'en fait elle ait un retour tout de suite de ce qu'elle a saisi. Le reporting qu'elle a mm, fait, en quoi ça l'aide elle? Parce que si ça l'aide elle, c'est encore mieux. Là, c'est encore plus simple à oui, comprendre. c'est clair, c'est clair. Ensuite sur les indicateurs, moi je pense que ou les objectifs, on peut pas avoir plus de 5 objectifs à suivre en même temps et 5 c'est énorme. Moi je Ouais, conseille plutôt 3. Alors pourquoi ouais, j'en je suis conseille d'accord. pas un? Parce que quand tu as qu'un seul objectif, il faut quand même en mettre un deuxième pour, je dirais, mettre une barrière. Je t'explique. Faut développer le chiffre d'affaires de 50%. Si tu dis juste ça, mais que tu mets pas une notion de marge ou une notion de stock éventuellement, les mecs, ils vont te péter les prix, tu feras plus de marge, ils vont te stocker à mort, et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis des objectifs. Un, ça paraît compliqué, mais voilà, le nombre minimum. Comment Mm, on fait pour avoir le nombre minimum d'objectifs? En réduisant la période sur laquelle on les observe. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, au lieu de manager sur 365 jours, de dire en fait, mm, cette année, on va faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, je dis non, vous prenez 90 jours, un trimestre, et vous dites sur ces 90 jours, c'est ces trois objectifs-là. Ah oui, mais ça, non, on verra après. Et mm, du coup, plus tu réduis la période, plus tu réduis le nombre d'objectifs. C'est un mm. système, c'est de base, Oui, mais on se fait c'est avoir. clair, Si tu le dis pas, c'est faut que clair. j'ai 3 objectifs, ça marchera pas. Mm. Non, non, mais je te rejoins complètement et souvent c'est aussi ce que je dis à mes clients quand arrivent et qu'ils disent oui, je veux plein d'indicateurs. Je dis écoutez, on va peut-être se concentrer sur deux, trois et puis après on verra suivant et surtout dans quel but vous avez besoin de ces indicateurs-là. Et moi je trouve que enfin c'est hyper important et ça revient après sur le management aussi. C'est pareil, c'est Tout quand à fait. tu as des gens qui fixent à leurs à leurs équipes 10 objectifs sur un mois.
voilà. Et puis même moi, dans mes rituels qu'on a d'équipe, chaque début de semaine, on a nos rituels et voilà, on fait le lancement de la semaine. Ils doivent fixer leurs objectifs de la semaine. Quand je l'envoie 10, je leur dis, bah écoute, on se revoit la semaine prochaine et tu verras. Enfin, je pense que tu les auras pas réussi. Donc, Puis en plus, tu te tires une balle dans le pied parce que le mec, tu vas lui dire, ah oui, mais t'as pas fait tel objectif. Ah oui, mais j'ai fait celui-là. Ah oui, mais t'as pas fait celui-là. Oui, mais j'ai fait celui-là. Tu vois. Alors ouais, quand il y en a 3, t'as pas fait celui-là. ouais. Il y en avait que 3. Ouais. Tu vois. Et puis l'autre truc moi que je faisais aussi pour montrer ça à un client qui voulait mettre des indicateurs, je mettais une espèce de tableau avec plein de chiffres et je lui disais voilà, tu vois quoi là? Des chiffres. C'est-à-dire que c'était lisible en fait en 3 minutes. Et après je disais ouais, si j'enlève ça, je laisse que ça. Ah ouais, là c'est plus clair. Bah, je disais tes indicateurs, c'est pareil. Prends ceux qui sont clairs parce que en sélectionnant tes indicateurs, tu envoies un message de management. Tu dis aux gens, ça c'est important. Quand t'en mets de partout, tu leur dis quoi? Il y a rien d'important. C'est du bruit. Et du coup, personne s'en occupe. Donc ça, c'est hyper important. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Bon, ce n'est pas fini. Ce n'était que la première partie et je vous invite à découvrir assez rapidement la seconde partie avec Cédric Watine, tout aussi intéressante et inspirante. Merci.